Chers amis, bonjour, on se retrouve pour les passions d'un Hébreu. Je vais essayer en quelques podcasts d'expliquer la situation que j'entends à travers la géopolitique qui est celle de notre quotidien depuis cette dernière année, mais surtout essayer d'entrevoir un tant soit peu ce que l'on peut deviner à travers ce qui se passe actuellement sans être prophète, bien entendu. À mon humble avis, je l'ai déjà écrit, je crois, il y a 2 ou 3 semaines, pour la première fois dans la longue histoire du capitalisme, le centre de gravité économique mondial se déplace de manière décisive vers l'Est, l'Asie. La balance commerciale favorise désormais la Chine et les nations du tiers-monde, et celle-ci se prépare à la fin de l'ère de l'hégémonie américaine, ce qu'elles appellent la dédollarisation, ou si vous préférez cette terminologie également employée, passer d'un monopole à une multilatéralité, multipolarité. Et donc je disais que le tiers-monde se prépare à la fin de l'ère de cette hégémonie américaine, une période de déséquilibre forcé dans le système capitaliste mondial qui a accéléré le sous-développement des sociétés post-coloniales. Les mouvements tectoniques déclenchés par ce processus envoient des secousses dans le monde entier. Le soi-disant monde occidental, formé au fil des siècles par la domination du capital, est en quelque sorte impuissant face aux catastrophes de la faim, de la pauvreté et du changement climatique. Interdites de mobiliser leur puissance économique vers l'amélioration de la société, un processus qui remettrait en cause la prééminence de la propriété privée, les anciennes puissances coloniales détournent des ressources vers la protection de la richesse privée. Le fascisme pointe le bout de son nez et de nouvelles lignes de mire sont peintes sur les nations qui cherchent à s'engager sur la voie du développement souverain. De cette façon-là, l'élan contre-révolutionnaire de l'ancienne guerre froide est reporté dans un nouveau siècle, une fois de plus, rempli de promesses mais de terreur dans une égale mesure. Au XXe siècle, je dirais, rappelons-nous, la contre-révolution coloniale se joua selon 2 axes géographiques. L'une était la guerre des nations occidentales contre le processus d'émancipation en cascade déclenché à l'Est. Rappelez-vous, en 1917, des hommes et des femmes, je dirais aux sourcils moites et aux mains calleuses, ont pris le pouvoir en Russie. Ils réalisaient ce qu'aucun peuple n'avait encore pu faire. Ils voulaient construire un État industrialisé qui pourrait non seulement défendre leur souveraineté durement acquise, mais aussi les projeter vers ceux qui vivaient sous le joug du colonialisme. L'appel du clairon d'octobre, comme nous avons l'habitude de le nommer, sera entendu dans le monde entier. Pour Ho Chi Minh, il brillait comme un soleil brillant sur les 5 continents. Elle a ouvert, déclarait Mao Tse-tung, de larges possibilités pour l'émancipation des peuples du monde et a ouvert les voies réalistes vers celle-ci. Des années plus tard, Fidel Castro a déclaré que sans l'existence de l'Union soviétique, la révolution socialiste de Cuba aurait été tout simplement impossible. Les va-nu-pieds, les analphabètes, les affamés et ceux dont le dos était tendu et arraché par la charrue ont appris qu'eux aussi pouvaient se soulever contre les indignités du colonialisme et gagner. En 1919, Léon Trotsky rédige le manifeste de l'Internationale communiste aux travailleurs du monde, qui sera adopté par 51 délégués le dernier jour du premier congrès de l'Internationale communiste. Le manifeste, celui-ci, voyait dans la Première Guerre mondiale une bataille pour préserver l'emprise du monde colonial sur l'humanité. Les populations de ces colonies
ont été entraînés dans la guerre européenne à une échelle sans précédent. Des Indiens, des Noirs, des Arabes, des Malgaches se sont retrouvés sur le front, à se battre sur les territoires de l'Europe. Pour quelle raison? Nous dirions le droit de rester les esclaves de la Grande-Bretagne et de la France. Jamais auparavant, l'infamie de la domination capitaliste dans les colonies n'avait été aussi clairement délimitée. Jamais le problème de l'esclavage colonial ne s'était posé avec autant d'acuité qu'en ces jours. Si cette guerre était l'expression d'une rivalité impérialiste pour le partage du butin du colonialisme, alors le devoir principal de l'internationalisme était de frapper cet impérialisme-là. C'est le message qu'un homme du nom, peut-être le découvrez-vous à cet instant, Manabendra Nath Roy, qui vécut de 1887 à 1954 et était un homme politique et philosophe indien, partisan de la philosophie de l'humanisme radical, mais il a été aussi, entre les deux guerres mondiales, un cadre important du mouvement communiste international jusqu'à sa rupture avec le marxisme en 1936. Cet homme avait apporté au deuxième congrès de l'Internationale communiste cette réflexion. Le capitalisme européen ne tire pas tant sa force des pays industriels d'Europe que de ses possessions coloniales. Il l'écrivit d'ailleurs dans ses thèses supplémentaires sur la question nationale et coloniale. Pour lui, elles étaient alimentées par le pillage systématique des colonies, et nous le savons. Pensez à l'Afrique. La libération des peuples colonisés mettait également, ou je dirais plutôt dans ce verbe-là, mettrait également fin à l'impérialisme. La libération des peuples colonisés. Un défi que les travailleurs des États capitalistes, nourris et habillés par le pillage impérial, dirais-je, jamais n'y prêter garde. Comme aujourd'hui. Est-ce que nous pensons que les matériaux que nous utilisons, les appareillages qui sont notre quotidien, sont fabriqués dans leur infinitésimal composants, sous la contrainte, par des enfants, etc., etc. Notre philosophe indien continue et nous dit: la classe ouvrière européenne ne réussira à renverser l'ordre capitaliste qu'une fois la source de ses profits définitivement arrêtée. Informé de ces interventions, l'Internationale communiste se donne pour tâche d'organiser les masses paysannes et prolétariennes dans les colonies. Des anti-impérialistes nationalistes aux pan-islamistes, ces groupes représentaient l'avant-garde de la lutte anticoloniale révolutionnaire. L'Union soviétique tendrait une main secourable à ces masses. Mais c'est bien ce qu'avait déclaré Vladimir Ilitch Lénine. La révolution d'octobre soufflant dans leur haute voile. L'établissement d'un État hostile au capitalisme et à la domination coloniale était intolérable pour les puissances impérialistes. Au cours des 3 premières décennies de son existence, l'Union soviétique a été secouée d'envahisseur en envahisseur. Dans les dernières années de la Première Guerre mondiale, l'Allemagne impériale a cédé la place aux puissances de l'Entente, dont les États-Unis et le Royaume-Uni, qui ont soutenu l'armée blanche tsariste dans sa guerre pour préserver la domination bourgeoise en Russie. Puis vint l'Allemagne d'Adolf Hitler. Si le mouvement nazi a pris l'Europe au dépourvu, ses racines purulentes étaient évidentes pour les peuples colonisés du monde. En l'an 1900, William Edward Burghardt Dubois avait prévenu que l'exploitation du monde colonisé serait fatale aux grands idéaux de justice, de liberté et de culture de l'Europe. Cet avertissement sera furieusement et solennellement repris par le célèbre Aimé Césaire
50 ans plus tard. Avant d'en être les victimes, écrivait-il, les Européens étaient les complices du nazisme. Ils ont toléré ce nazisme avant qu'il ne leur soit infligé. Ils l'ont absous, fermé les yeux, légitimé, car jusque-là, il était appliqué uniquement au peuple non européen. Aimé Césaire a vécu de 1913 à 2008 et il fut un écrivain et un politique français, à la fois député, maire, poète, dramaturge, essayiste et biographe. Mais il est aussi le fondateur et le représentant majeur du mouvement littéraire de la négritude avec le célèbre Léopold Sédar Senghor et Léon Gontran Damas. Et n'oublions pas qu'Aimé Césaire fut un anticolonialiste résolu. Il est impossible de dégager la mission d'Hitler du long projet de colonialisme européen ou de l'expression particulière qu'elle a trouvée dans le colonialisme américain. Hitler admirait ouvertement la façon dont les États-Unis avaient réduit les millions de peaux rouges à quelques centaines de milliers et maintenant, dorénavant, cette minorité mise sous observation dans une cage. La guerre d'extermination menée par le régime nazi ne cherchait rien de moins que la colonisation de l'Europe de l'Est et l'asservissement de son peuple visant à conquérir l'Est sauvage, tout comme les colons américains avaient conquis le Far West, l'Ouest sauvage. De cette façon, le nazisme a fait avancer la tradition coloniale contre la promesse émancipatrice qui se déchaînait en octobre 1917. Et pour cette raison, le philosophe italien Domenico Losurdo l'appellerait la première contre-révolution coloniale. L'Allemagne, disait Hitler en 1935, sera, entendez bien, le rempart de l'Occident contre le bolchevisme. Précisément parce que le fascisme promettait de préserver la structure de la propriété du capital. L'Occident est resté complaisant et sans principe dans son opposition avant, pendant et après la guerre. Au Royaume-Uni, qui avait financé dès le début de l'ascension de Benito Mussolini, Winston Churchill exprima ouvertement ses sympathies pour le fascisme en tant qu'outil contre la menace communiste. Aux États-Unis, Harry Truman n'a pas fait grand-chose pour dissimuler l'opportunisme cynique qui caractérise encore aujourd'hui l'establishment américain. Si nous voyons que l'Allemagne est en train de gagner, nous devons aider la Russie, et si la Russie gagne, nous devons aider l'Allemagne, et ainsi les laisser tuer le plus de monde possible, déclarait le président Truman à la veille de l'opération Barbarossa, qui coûtera la vie à 27 millions de Soviétiques. Le New York Times célébrera plus tard cette attitude comme jetant les bases de la politique ferme de Truman en tant que président. Cette fermeté impliquait la première et la seule utilisation d'armes nucléaires dans l'histoire. Un marteau contre les Soviétiques, comme Truman aimait à appeler autrefois cette bombe nucléaire. Les cendres d'Hiroshima et de Nagasaki ont coloré la guerre froide pour les décennies à venir, enivrant leurs architectes avec la promesse d'une toute nouvelle puissance. Je vous laisse là pour aujourd'hui, et nous sommes en train de poser les jalons d'une meilleure compréhension de ce que nous vivons à l'heure où je vous explique tout cela, c'est-à-dire à la lueur du conflit entre la Russie et l'Ukraine, mais où l'Ukraine ne serait que le terrain de jeu de cette confrontation entre l'Occident et la Russie, avec ce risque énorme, bien entendu, d'une alliance entre la Chine et la Russie. Il faut comprendre les tenants et les aboutissants. Comme disait Nietzsche, tout texte doit être remis dans son contexte si l'on veut véritablement avoir une vision et une perspective de l'histoire. Merci à vous. Shalom, shalom.